Bonjour et bienvenue à ce deuxième webinaire de la série sur le thème des comportements des filles. Aujourd'hui, nous verrons la prévention et l'accompagnement en structure médico-sociale. Alors, je suis Cécile Latrux, éducatrice spécialisée au CRAIF, et je vais co-animer ce webinaire avec Natacha Signé, Bonjour. psychologue à l'IME Cours de Venise. Je te laisse présenter un petit peu ta structure. Donc, on accueille 25 adolescents et jeunes adultes de 12 à 20 ans porteurs de TSA et de déficience intellectuelle modérée à sévère. On est situé au cœur de Paris, dans le 3e arrondissement, près de Bastille. Et on est un établissement géré par l'association Autisme en Île-de-France depuis 2008. On a un accueil en externat, également en internat en alternance. Vous êtes une équipe pluridisciplinaire. C'est Oui. en ça qu'on a aussi voulu que vous participiez à ce webinaire. Voilà, ça peut aussi parler à certains secteurs sanitaires notamment et de l'éducation nationale. On sait que beaucoup de professionnels regardent aussi nos webinaires. Voilà, ils pourront aussi se reconnaître dans votre façon de travailler, dans l'interdisciplinarité, dans le partage un petit peu, les interactions, l'enrichissement mutuel entre chaque professionnel. Je vous présente le plan d'aujourd'hui. Nous reprendrons un petit peu les définitions de base, quelques notions de base sur les comportements des filles. Puis nous allons parler un petit peu de la prévention sur des comportements des filles avec l'illustration de Natacha, avec des situations qui ont nécessité des réadaptations d'accompagnement. Voilà. Quand on met en place une certaine prévention, parfois il y a des changements, parfois il y a des perturbations qui nécessitent un petit peu des modifications de l'accompagnement. Et puis, on vous parlera aussi de l'intervention directe sur les comportements des filles. Et on terminera par une petite conclusion et des échanges. La définition d'un comportement des filles, c'est un comportement d'une intensité, de fréquence ou durée, telle que la sécurité physique de la personne ou d'autrui est probablement mise sérieusement en danger. C'est un comportement susceptible de limiter ou d'empêcher l'accès à l'utilisation de services ordinaires de la cité. Donc ici, on vient parler d'un seuil anormal d'intensité, de fréquence ou de durée. La définition peut souligner aussi une limitation en termes de sécurité, d'inclusion chez la personne dans son environnement. On parle aussi de comportement problème, trouble du comportement, mais le terme de comportement des filles apporte l'idée d'un challenge pour l'environnement, d'un changement vers un positif, un plus, vers un mieux. Parlons un petit peu concrètement des comportements des filles, un petit rappel de qu'est-ce que sont les comportements des filles. On les regroupe en 6 catégories. Donc il y a les agressions sur autrui, par exemple, tirer les cheveux, frapper avec sa main. Les automutilations, se mordre la main, se cogner les parties dures du corps, frotter son sexe, par exemple, sur un objet jusqu'à se blesser. Les destructions de matériel, par exemple, lancer une assiette, jeter un objet. Les perturbations, comme s'enfuir, crier très fort, crier des insultes. Les stéréotypies. Alors, qu'est-ce que sont les stéréotypies? Petit rappel, sont des mouvements ou des paroles répétitives qui ne sont, dans leur utilisation normale, pas forcément du coup des comportements des filles, mais elles permettent à la personne de se réguler. Voilà. Et dans ce cas, ce n'est vraiment pas un comportement des filles. Si, par contre, elles sont de forte intensité, de fréquence ou d'une durée très anormale, on parle alors de comportement des filles. Et il y a une dernière catégorie qui concerne l'alimentation, voilà, qui peut concerner des vomissements, des troubles de l'oralité, crachats, comportement de pica par exemple. Un petit focus aussi sur cette partie définition, sur l'adolescence. Alors pourquoi on parle d'adolescence et de comportement des filles? Eh bien, l'adolescence est une période de transition pendant laquelle beaucoup de changements peuvent s'opérer sur le plan social pour la personne. Par exemple, la personne peut être plus sensible à l'actualité, aux différents cercles de connaissances, avoir des nouvelles influences des amis, de la famille, et avoir, du coup, la recherche de son identité devient un peu plus complexe. De même que sur le plan de la vie affective et sexuelle. Et de ce fait,
nous pouvons noter souvent une recrudescence où on voit apparaître des comportements défis, des nouveaux comportements défis. La personne est soumise à des nouvelles sensations, des émotions, des expériences qu'elle ne sait pas encore gérer ou interpréter. Donc le jeune, finalement, se heurte alors à des pertes de repères, parfois à son estime de soi, et on peut voir également une certaine régression des acquis chez certains jeunes. Natacha, tu voulais nous parler un petit peu de la vie affective et sexuelle. Oui, on en parlera un petit peu plus loin dans la présentation, mais en effet, on sait qu'il y a des comportements défis qui peuvent apparaître à l'adolescence, notamment liés à la sexualité, parce que le jeune, par exemple, ne comprend pas qu'il ne faut pas se toucher en public, par exemple. Donc, c'est tout un apprentissage qu'il faut faire avec lui. Il faut lui expliquer un petit peu les codes sociaux, ce qu'on peut faire, ne pas faire, où et quand, etc. Donc, beaucoup expliquer avec des supports visuels, notamment pour des jeunes qui ont une compréhension plus déficitaire. J'ajoute également qu'on a des régressions souvent dans l'adolescence, comme tu disais, Cécile, liées également parfois au syndrome génétique qu'on peut avoir dans l'autisme. Par exemple, le CHANK3, on sait qu'il y a souvent des régressions à l'adolescence. C'est un peu cyclique. Voilà. Le CHANK3 CHANK3, c'est un syndrome génétique, Oui. du coup, sur le gène du CHANK. Et on a également à l'adolescence une survenue parfois d'épilepsie qui peut arriver, donc qui peut également causer des comportements défis parce qu'on ne comprend pas forcément. Par exemple, un jeune qui, après une crise d'épilepsie, peut tout d'un coup fuguer parce qu'il est totalement désorienté. Donc voilà, c'est peut-être une cause de comportement défi qu'il faut prendre en compte à l'adolescence. Passons à notre deuxième partie, prévenir les comportements défis. Donc là, effectivement, on va vous présenter un petit peu à l'instar de ce qu'on vous avait présenté au premier webinaire, mais on va rentrer plus dans le concret, dans l'accompagnement de la personne. On va vous présenter les aspects de la prévention des comportements dans l'accompagnement et ainsi que des situations qui ont réclamé un petit peu des réadaptations de cette prévention suite à des changements, à de nouvelles évaluations, etc. Donc on va commencer par parler du somatique. Alors pourquoi on parle du somatique dans cette présentation ? Parce qu'on sait que nos jeunes avec TSA et déficience intellectuelle ont du mal à communiquer la douleur, très souvent. Et du coup, au lieu de communiquer comme nous, on peut dire j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, bah, ils vont crier, ils vont taper, voilà, ils vont trouver un autre moyen pour exprimer cette douleur-là. Et du coup, c'est à nous de prévenir cette douleur-là avec des rendez-vous et un suivi médical régulier avec leur généraliste, un dentiste, dermato, gastro, gynéco, etc. Enfin, toute la panoplie qu'on peut avoir comme pour nous. Donc c'est important de travailler en collaboration avec un psychiatre, un infirmier, comme chez nous, voilà, on a un psychiatre et une infirmière qui travaille à l'IME, qui suit nos jeunes au quotidien. On a également des partenaires médicaux, des centres d'imagerie, des laboratoires qui ont l'habitude de nos jeunes, où on peut venir faire des examens blancs, par exemple. Donc juste visiter les locaux, montrer aux jeunes un petit peu, par exemple, la machine de la radio, parce qu'elle fait beaucoup de bruit, ça peut être impressionnant. Donc venir un petit peu en avance pour montrer un petit peu aux jeunes ces genres de choses. On utilise beaucoup de supports visuels pour expliquer un petit peu ce qui va se passer, voilà, qu'ils aient une séquence un petit peu de leur entretien médical pour qu'il y ait de la prévisibilité, qu'ils ne soient pas angoissés de cette... C'est de l'habituation aux soins. Oui, exactement, c'est ça. Et donc, nous, à l'IME, au moindre changement de comportement, c'est vrai que le premier truc auquel on pense, c'est la douleur somatique. D'abord, rayer cette hypothèse-là avant de partir sur l'éducatif. Donc voilà, comme je disais, suivi médical poussé. On a différents exemples de suivi qu'on peut faire. On a les grilles de sel, par exemple. On sait que dans l'autisme, il y a un haut risque de constipation, ce qui peut lier à des douleurs de ventre. On voit, par exemple, je vous ai mis un petit exemple de la grille qu'on utilise à l'IME avec voilà, les jeunes, les selles, le jour, le type, voilà, pour qu'on suive vraiment cette idée qu'il y a le moins de changement d'habitude. On se dit, ah mince, lui, ça fait, je sais pas, 3 jours qu'il n'est pas à la selle, bah, on s'inquiète, on met un traitement. Vous avez votre ligne de base et ensuite vous pouvez évaluer. Et du coup, vous voyez aussi sur ce diapo-là, donc on a différentes évaluations qui existent également, comme l'EPOCA, qui est l'échelle pour l'observation des comportements d'adultes avec autisme, et le GED-DI, donc grille d'évaluation de la douleur DI pour déficience intellectuelle. Ce qui est intéressant, c'est de faire une évaluation à un instant T pour avoir une espèce de baseline de comment le jeune est au quotidien, pour qu'on puisse, après, quand ça va moins bien, refaire l'évaluation et comparer du coup les résultats pour qu'on voit un petit peu cette différence-là et comparer le changement de comportement. Et ce somatique, c'est vraiment l'évaluation qu'on fait en premier, quoi. Tout de suite, on y pense. Ouais. Tout de suite, dès qu'il y a un comportement qui est hors de la norme ou une aggravation de comportement, tout de suite, on se pose cette question-là parce que c'est une cause très fréquente chez nos jeunes. Et voilà, il faut d'abord enrayer ça avant de passer sur l'éducatif. Voyons une petite situation, du coup, en lien avec la douleur et la prévention de la douleur. Tout à fait. Je vous ai mis une petite situation d'une jeune qu'on a à l'IME qui a maintenant 20 ans.
Voilà, il y a quelques années, elle avait des comportements des filles fluctuants, où il y avait des périodes dans le mois où elle se mordait la main, elle tordait les doigts des éducateurs, elle criait. Et on remarquait que ces comportements-là arrivaient à certains moments du mois. Et du coup, on a tout de suite pensé à une hypothèse d'une douleur somatique, en disant c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on a mis en place une fiche d'observation qui nous permet d'objectiver à quel moment ils apparaissent concrètement, qu'on est vraiment à l'écrit tel jour, à telle heure, etc. Et objectivement, on a remarqué du coup une corrélation entre la semaine avant ses menstruations et pendant les menstruations et les comportements des filles. Du coup, c'est là où on s'est vraiment dit, il y a sûrement un lien du coup entre les deux. Donc on a mis en place un protocole de traitement antidouleur avec un traitement anti-inflammatoire, l'utilisation d'une bouillotte qui la soulage et une consultation gynécologique pour s'assurer qu'il n'y ait pas une endométriose par exemple qui pourrait aggraver les douleurs. En collaboration évidemment avec la famille. On lui a également appris à demander la bouillotte avec son PEX parce que c'est une jeune non-verbale. Donc aussi ça lui permet aussi de s'auto-évaluer et de dire ah là j'ai mal, j'aimerais bien avoir la bouillotte et du coup on lui a appris à communiquer ça. Ouais, on a besoin de mettre des adaptations aussi sur les moyens de communication, le sensoriel, et voilà, ça investit un petit peu tout le développement de la personne. Du coup, un petit peu tous ces moyens vont être un peu chamboulés aussi, et on va avoir besoin de mettre en place d'autres niveaux de PEX, d'autres choses d'adaptabilité pour la personne. Ouais. Exactement. Okay. On travaille, comme vous avez dit au tout début, de manière pluridisciplinaire avec l'orthophoniste, voilà, pour lui apprendre à communiquer la douleur, qui est un concept parfois compliqué pour nos jeunes à communiquer. Voilà, donc tout ça pour dire que grâce à cette mise en place, il y a une diminution nette des comportements des filles pour cette jeune. Donc on voit vraiment que la cause de ces comportements-là, c'était bien somatique. Je vous ai mis un deuxième exemple qui est similaire, une de notre jeune femme de l'IME qui a maintenant 19 ans, qui avait également des comportements des filles plus intenses à certains moments du mois, avec des troubles du sommeil très importants qui jouent également sur les douleurs, parce que moins on dort bien, plus on est irritable, plus on a mal, enfin voilà, tout est un peu lié. Et du coup, on a mis en place, comme pour la première jeune femme, une gestion de la douleur médicamenteuse en lien avec les menstruations. Et également, on a diagnostiqué en même temps quasiment son syndrome génétique, le CDH8, qui a comme conséquence des troubles du sommeil importants pour l'endormissement. Et du coup, c'est là aussi qu'on a mieux compris les comportements, où on a pu du coup mieux prendre en charge cette jeune et du coup l'aider à mieux dormir. Et du coup, on a eu une diminution des comportements des filles liés aux douleurs, également liés à la fatigue, au fait qu'elles dorment très très mal. Donc on voit que le somatique a une grande place dans les troubles. Et on voit l'influence aussi de l'apport de la génétique aussi maintenant. Oui, bien sûr. Ouais, tout à fait, qui explique beaucoup de comportements et ça nous aide à comprendre nos jeunes et pourquoi nos jeunes sont comme ça. Et voilà, c'est vraiment important pour nous de les comprendre au maximum pour les accompagner au mieux. Alors, passons à l'évaluation des particularités de l'intégration sensorielle qui va permettre de prévenir ces comportements des filles. Pourquoi on en parle encore une fois? C'est parce qu'on sait que nos jeunes avec TSA ont des particularités sensorielles, soit des hypo ou des hyperréactivités à différents sens. Et du coup, lorsque l'environnement ne respecte pas ces particularités sensorielles, on peut avoir des comportements des filles pour que le jeune puisse éviter ces situations-là inconfortables ou quand ils sont en surcharge sensorielle, en hyperstimulation, on peut avoir des comportements des filles parce que justement c'est too much pour eux et du coup ils n'arrivent pas à gérer ces sens-là. Est-ce qu'à l'inverse, en hypostimulation, ça peut créer aussi un moment d'ennui, etc. Oui, en ennui, ou par exemple quelqu'un qui sera en hypostimulation, par exemple, je pense de manière olfactive. Je pense à une jeune femme qui, du coup, se mettait très proche des gens pour sentir les aisselles, pour sentir les odeurs. Voilà, c'était pas très adapté, donc on a dû adapter ça, par exemple, en lui proposant des petits tubes à essai avec des odeurs de parfum ou quoi, pour un petit peu remplacer ce qu'elle cherchait. Voilà, donc oui, en effet, ça peut aussi jouer pour des personnes qui sont plus hyporéactives au sens. Du coup, c'est important pour nous de bien comprendre les profils sensoriels de nos jeunes, d'où l'évaluation qu'on peut faire. Donc, vous avez le profil de Dunn, par exemple, qui existe, ou les EA, ou Bognachina, voilà. On peut faire passer aux jeunes. Ce sont des questionnaires à chaque fois. Alors, le profil de Dunn, c'est un questionnaire. Les EA, c'est une passation avec le jeune où on lui propose différents objets un par un. Et on voit un petit peu sa réaction, s'il y a plutôt un retrait ou au contraire une recherche d'utiliser ces objets-là. Et Bognachina, c'est aussi un questionnaire. Grâce à ces évaluations-là, on adapte l'environnement pour le jeune, soit avec des outils sensoriels, un casque anti-bruit par exemple pour ceux qui sont sensibles au niveau du bruit, des fidget toys, des coussins de siège à picot pour ceux qui ont besoin de bouger sur leur siège quand ils travaillent par exemple. On propose également des temps d'hypostimulation, justement pour éviter la surstimulation, la surcharge sensorielle. Donc ces temps d'hypostimulation peuvent se faire dans une salle qu'on a qui est bloquée au niveau du son
avec des lumières qui sont modulables, qui permet aux jeunes d'avoir un espèce de time-out où il peut être au calme, loin du bruit, parce que parfois, c'est vrai que dans les classes des jeunes, il y en a qui crient, il y a du bruit, il y a de la lumière, donc parfois, il y en a qui ont besoin de ce temps-là un petit peu pour s'autoréguler. Et s'il n'y a pas de place, on peut créer cet espace un petit Bien peu. sûr, oui, ça peut être tout à fait un endroit, une salle de classe, on met un petit rideau ou une chambre, par exemple, au domicile, par exemple, ça peut aussi se faire, en effet, vraiment, ça peut se faire n'importe où, juste un endroit qui est calme, possiblement sombre, pour pas que la lumière soit trop forte, intense exactement, mais en effet, ça peut se faire à différents endroits. Et on précise que, du coup, cette hypostimulation se fait sous prescription thérapeutique avec le psychiatre et la famille. Une petite situation pour illustrer ces besoins de prévention avec le sensoriel. Oui, du coup, là, j'ai pris l'exemple d'un jeune homme qu'on a à l'IME, qui a 20 ans aujourd'hui, qui, à un moment, à l'IME, se tapait la tête au sol et tapait ses pairs sur le groupe. Et du premier abord, on disait, c'est bizarre, on comprend pas pourquoi il fait ça, d'où ça vient. Et donc là, on s'est posé avec les éducateurs qui ont fait des grilles ABC. À chaque fois qu'ils ont vu ce comportement-là, ils ont fait la grille ABC, dont vous avez parlé dans le premier module, notamment. Oui. On y reviendra encore. C'est la base, pour intervenir. La première chose à faire avant d'intervenir, c'est d'observer et d'analyser un petit peu les choses avec notre petite grille ABC. Et du coup, grâce à cette grille, on a vu qu'en antécédent, l'environnement était souvent bruyant quand ces comportements apparaissaient et qu'il y avait régulièrement un jeune du groupe en particulier qui faisait des vocalises à côté de ce jeune-là. Et le comportement, du coup, c'est que ce jeune-là se levait, tapait ce jeune et se tapait la tête au sol. En conséquence, ce jeune était donc éloigné des autres et mis en espace au calme. Et du coup, et on sait que grâce à l'évaluation sensorielle qui a été faite à l'admission du jeune, que ce jeune-là, dont on parle, était hyperactif aux stimulations auditives. Donc on a fait l'hypothèse du coup que ces comportements étaient pour éviter le bruit. Il comprenait que quand il tapait, il était mis à l'écart et du coup il pouvait éviter ces stimulations trop bruyantes, trop compliquées pour lui. On met aussi en lien avec le somatique parce que c'est vrai que souvent les comportements, ils ont des causes plurifactorielles et du coup là il y avait aussi une constipation chronique qui était en jeu, donc peut-être aussi de la douleur. Donc voilà, il y avait un petit peu ces deux causes qui étaient en jeu. Du coup, en adaptation, on a fait un rendez-vous radiologique pour s'assurer qu'au niveau du ventre, comment ça se passait au niveau de la constipation, avec un traitement mis en place pour le soulager. Et pour le côté plus sensoriel, un casque anti-bruit est proposé d'être en calme en dehors du groupe. Lorsque le niveau sonore augmente, on lui propose un temps d'hypostimulation pour qu'il puisse être au calme et ne pas être dérangé par les autres. Une autre petite situation sur l'intégration sensorielle. On a un autre avec une situation un peu différente, d'un jeune qui à l'arrivée le matin quand il sortait du taxi, il cherchait à taper, à griffer les éducateurs qui l'accueillaient, il était très agité. Et du coup, pareil, on a refait une grille ABC pour voir un petit peu ce qui se passait. On a vu que le trajet en taxi était assez bruyant, il y avait beaucoup de jeunes dans le taxi, et du coup, il tapait quand il sortait parce qu'il était en surcharge sensorielle, et c'est sa manière en fait d'exprimer ce mal-être, on va dire. Donc en conséquence, on a proposé un casque anti-bruit pour le trajet et un moment d'hypostimulation à son arrivée pour qu'il puisse après être dans les meilleures conditions pour commencer sa journée et qu'il puisse s'apaiser du coup après ce trajet potentiellement compliqué pour lui. Passons maintenant à la prévention des comportements en défi, aussi en favorisant la communication. Alors on sait que la communication peut être une difficulté pour la personne avec autisme, donc il est nécessaire vraiment de favoriser cette communication. Et si nécessaire, après évaluation, du coup, on va proposer ce qu'on appelle une communication alternative et augmentée, une CAA. On peut utiliser la CAA pour prévenir les comportements défis, que ce soit pour aider la personne à s'exprimer, en réceptif pour comprendre, mais aussi pour apprendre la fonction simplement de communication, l'échange, voilà, comme certaines fonctions du langage. Des petits exemples ici. Nous avons ici en bas, juste à gauche, en rouge, le petit classeur PEX, peut-être dont vous avez entendu parler, qui est un programme d'échange par image qui va guider le jeune sur le sens de l'échange et permettre l'expression de ses besoins grâce à des pictogrammes. Nous avons également, par exemple, le Macathon, qui est un système mixte. Il offre la possibilité d'apprendre en signant les mots, en imitant l'accompagnant, et en associant le signe au mot oral qui est prononcé en même temps. Donc c'est vraiment une CAA à double modalité,
orale et gestuelle. On peut y associer aussi les pictogrammes qui peuvent être également aussi préconisés pour accentuer aussi l'écrit notamment. Le tableau de communication, qui est moins systématique, peut servir d'appui à la compréhension. L'accompagnant pointe un petit peu les mots écrits ou imagés et sert également d'appui à l'expression en agissant comme une guidance visuelle pour la personne. Voilà. On a aussi des synthèses vocales, des aides techniques, des tableaux de langage assistés. Voilà. Et en support, on peut aussi utiliser un support tablette numérique si le support papier est un peu compliqué voilà, dans la pratique du quotidien. Je ne sais pas si toi, oui, on en a à l'IME, ouais, bah c'est Ouais. pratique, c'est vrai. Puis ça nous permet de prendre en photo par exemple, des objets, les ajouter dans la base de données. Donc c'est vrai que c'est utile aujourd'hui d'avoir des tablettes. Ouais, c'est plus efficace, ça va plus vite aussi. Oui, c'est ça exactement, ouais. Ouais. Puis les jeunes savent très bien s'en servir aujourd'hui. Alors, passons maintenant à l'accompagnement individualisé, structuré. On a parlé un petit peu des bases, la douleur, la sensorialité, etc. Mais l'idée aussi, c'est de proposer un accompagnement pluridisciplinaire, individualisé, structuré et adapté. On va voir comment. Alors du coup, à l'IME, on crée pour chaque jeune qui arrive à l'IME un projet individuel adapté qui répond aux attentes et besoins de la personne et de sa famille, mais surtout du jeune en effet. Donc on commence par faire une évaluation psychologique tous les ans et évidemment l'admission pour voir un petit peu les émergences, les intérêts de la personne, etc. Et on a également une observation sur le groupe pour voir un petit peu pareil les intérêts, comment ils fonctionnent, etc., etc. Et ça nous permet du coup de mettre un projet en place qui est adapté aux jeunes avec les guidances et les objectifs adaptés pour ne pas le mettre en échec et valoriser ses acquis en travaillant sur les émergences qu'on a observées. On passe également par la structuration du temps, de l'espace et des activités, très importante pour nos jeunes, notamment la structuration du temps qui permet une prévisibilité, importante pour les personnes avec TSA, pour limiter l'anxiété. Permet également d'accepter mieux les changements et les imprévus, évite également les comportements défis du coup. Pour l'espace également, il faut important de créer un environnement qui soit clair, qui permet la compréhension de l'espace sans passer par des mots, sans passer par le verbal, qui peut être compliqué encore une fois pour nos jeunes avec TSA et déficience intellectuelle. Et tout ça encourage l'autonomie de la personne, du coup. Ça lui permet de comprendre ce qu'on attend d'elle, combien de temps il reste par exemple à une activité, ce qu'il faut faire, quand est-ce que ça va se terminer, etc. Et c'est enfin, rassurant. Oui, voilà, c'est rassurant. Et enfin, on cherche du coup avec tout ça à créer un emploi du temps qui soit diversifié, adapté aux intérêts de la personne, pour éviter l'ennui et pour toujours du coup la valoriser et la faire progresser. C'est vrai que pour les adolescents qu'on accueille, c'est vrai que le sport c'est bien pour leur permettre de se défouler, de réduire le stress accumulé. Voilà, mais on a également des activités artistiques et culturelles, que ce soit le théâtre, la musique, l'art plastique. Voilà, c'est vraiment, il faut avoir un petit peu de tout, on va dire, pour chacun et aussi avec leurs intérêts. Il y en a qui préfèrent l'aïkido, d'autres qui préfèrent, par exemple, faire de la peinture. Voilà, c'est un petit peu adapté à chacun. Et adapté à leur temps d'attention également. Bien sûr, c'est ça, c'est ça. Il y en a qui vont faire 20 minutes, d'autres vont pouvoir faire un petit peu plus. Voilà, tout est très individualisé, même si ça reste dans du collectif. Voilà, chacun a un projet différent, avec des objectifs différents, que ce soit à l'externat ou en internat. Chacun son projet. Chacun son projet, c'est ça. Là, on a des petits exemples. On vous a mis des petits exemples de supports visuels qu'on utilise à l'IME. Donc vous avez à gauche par exemple une séquence de tâches ménagères où le jeune du coup peut voir ce qu'il doit faire, dans quel ordre et quand est-ce qu'il a fini. La deuxième photo en partant de la gauche, on voit une structuration du travail individuel où ils ont des bacs du coup où ils associent les pictogrammes que vous voyez à droite sur la petite bande de velcro. Voilà, encore une fois pour qu'ils sachent quel bac prendre, dans quel ordre et quand il n'y a plus de picto sur la bande, c'est que j'ai fini. Voilà, c'est clair visuellement, il n'y a pas besoin de passer par des mots, tout est là visuellement. Le troisième, voilà, par une séquence visuelle d'une sortie pour qu'il sache ce qu'il va faire, dans quel ordre, encore une fois. Les étapes, c'est ça. Et pareil pour le sport tout à droite, pour un échauffement, l'enchaînement des gestes, des mouvements. Exactement, la petite flèche qui descend pour encore une fois savoir où j'en suis, ce que je dois faire et quand ça se termine. Voilà, et tout ça est individualisé à chaque fois. Bien sûr, il y en a qui, par exemple, sont sur des pictomots pour ceux qui sont lecteurs, et d'autres sur des pictogrammes, d'autres sur des photos. Voilà, c'est vraiment adapté. Il y en a qui auront que 2 pictogrammes, il y en a qui auront 10 pictogrammes. Voilà, ça dépend un petit peu de chacun, encore une fois. Une petite situation, du coup, pour comprendre un peu mieux cet accompagnement individualisé. Du coup, là, j'ai pris l'exemple d'un jeune homme de 14 ans qui est arrivé à l'IME, qui était non-verbal, sans outil de communication.
Il avait beaucoup de comportements des filles, il tapait, il griffait, il mordait des éducateurs, ses proches, voilà, on voyait qu'il n'était pas bien. Voilà. Donc en gestion, on en parlera plus tard, mais on utilisait un espace de retrait qui lui permettait du coup de s'apaiser en toute sécurité. Et on a mis en place les outils de l'éducation structurée, donc les emplois du temps, les séquences visuelles, les contrats, et également la mise en place d'un outil de communication, le PECS avec l'orthophoniste, qui lui permet du coup de communiquer ses besoins. Et tout ça ensemble a amené à une disparition significative des comportements des filles, qui sont maintenant très rares. Voilà, c'était un jeune qui avait besoin de beaucoup de structuration et un moyen de communication. Et du coup, une fois qu'on avait répondu à ce besoin-là, en fait, les comportements des filles, ils ont diminué très rapidement. C'est ça. Et là, on voit bien le plan d'accompagnement, l'intervention globale, quoi, sur vraiment toutes les approches. Toi, tu accompagnes beaucoup d'adolescents, du coup, voilà. Et spécifiquement, comment on accompagne l'adolescence, notamment avec les VRAS? Du coup, comme on avait dit dans l'introduction, c'est vrai que des comportements des filles peuvent survenir à l'adolescence dû à l'émergence de la sexualité, mais également dû à l'anxiété, dû au changement du corps, par exemple les menstruations ou la pilosité qui arrive, la poitrine qui arrive pour les femmes. Voilà, ça peut être des choses qui sont anxiogènes pour nos jeunes, donc il est important d'expliquer avec des supports visuels en fonction du niveau de chaque jeune, comme toujours. Et les VRAS, du coup, qui est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, qui du coup est un outil de prévention qui permet de favoriser l'apprentissage de comportements adaptés et développer du coup la compréhension de soi pour le jeune, l'estime de soi et l'intégration sociale du coup. Ça passe par plusieurs niveaux. On a d'abord le premier niveau qui est l'apprentissage des limites, savoir où et quand je peux me dévêtir, ou est-ce que je peux me masturber, où est-ce que je peux toucher les autres, ou est-ce que j'ai pas le droit de toucher les autres. Voilà, savoir un petit peu les limites qui existent. Également en niveau 2, gestion de l'autonomie de l'hygiène personnelle, donc se laver, s'essuyer, changer sa serviette hygiénique, tout ça. En 3, la connaissance de l'anatomie. Et en 4, pour ceux qui ont la possibilité, un programme d'éducation sexuelle sur, par exemple, l'expression des sentiments, voilà. Après, le consentement, etc. Exactement. Après, nos jeunes, souvent, s'arrêtent au niveau 1 ou 2. C'est déjà très bien, voilà, on s'adapte à chacun en fonction du jeune. Et en cas de comportement des filles à l'IME lié à la sexualité, par exemple un jeune qui se masturbe, imaginons sur le groupe, on passe par des protocoles sexualité qui sont signés avec la famille, parce qu'il faut toujours l'accord de la famille pour mettre en place ce genre de choses, avec un support visuel par exemple de dire on se touche pas sur le groupe, on peut se toucher par exemple derrière un paravent dans une salle tout seul, à l'infirmerie par exemple. On peut mettre une séquence visuelle également sur la masturbation. D'abord, je me lave les mains, je me déshabille, ensuite je me nettoie, je me relave les mains et après je peux aller sur mon groupe. Voilà, de manière visuelle pour que les jeunes comprennent bien ce qu'il faut faire. Voilà, ça peut être fait en un pour un au début avec le jeune pour lui expliquer la séquence et après en autonomie au fur et à mesure. C'est ça, c'est l'autonomie. C'est l'idée de permettre à l'adolescente d'accéder de plus en plus à de l'autonomie, de nouvelles responsabilités, d'assurer ses droits, de serrer de plus en plus un espace personnel, et d'expliquer, tout ce qui, c'est aussi, ça fait partie de son autonomie et ses droits, d'expliquer le changement, de lui donner de l'indépendance s'il le souhaite et de tendre vers l'autodétermination et l'autonomie en tout cas. J'ajouterais que souvent on oublie que nos jeunes sont peut-être avec autisme, mais ils sont également adolescents. Et donc, il y en a aussi qui ont besoin de s'émanciper leurs parents, de montrer un petit peu, comme nous, quand on est ados, de montrer que les parents, c'est bon. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont aussi leur propre moyen de le montrer. Donc, ça aussi, il faut prendre en compte que parfois, c'est aussi ça, ce passage à l'âge adulte, c'est aussi des moments où on n'a pas envie de faire, on a envie d'être tout seul. Voilà, c'est normal, je dirais, dans le processus. Cet accompagnement prend forme aussi dans un travail institutionnel. Voilà. On l'a dit aussi, dans le respect du droit de la personne, en favorisant la participation de la personne aux prises de décision, ce qu'on appelle l'autodétermination. On tend vers l'autodétermination, même si la personne a besoin d'adaptation pour prendre ses décisions. Voilà. Comment vous travaillez du coup à l'IME Cours de Venise sur le plan institutionnel? Premièrement, comme on l'a mis sur le diapositive, on travaille toujours en collaboration avec la famille pour qu'on assure une continuité, une cohérence de l'accompagnement, que ce soit au domicile, à l'IME ou dans d'autres endroits où ils sont pris en charge. On a également des réunions régulières entre professionnels pour qu'on puisse échanger sur les jeunes, pour que tout le monde ait la même information, pour qu'on soit aussi au courant de ce qui se passe dans différentes activités.
On a également une formation des professionnels régulière et de supervision également sur différents sujets, que ce soit la sexualité, les loisirs, les troubles de l'alimentation, voilà, etc., etc. On a également des partenariats, en effet, avec des collaborateurs extérieurs. Je pense au SUSA, par exemple, qui nous supervise, le SUSA, qui est le service universitaire spécialisé pour personnes avec autisme en Belgique. On a également Catherine Barthélemy, qui vient nous faire des interventions à l'IME, etc. Enfin voilà, des partenaires qui nous permettent d'enrichir un peu notre connaissance et notre travail à l'IME. Catherine Barthélemy, qui est une chercheuse, du coup, Oui, qui a fait beaucoup dans l'autisme. Oui, tout à fait, qui est présidente de l'Académie de médecine. Et qui est présidente de l'Académie de médecine. Après cette cette grande partie sur la prévention, passons à comment intervenir sur les comportements des filles directement. Comment agir après cette prévention dans le respect de la personne. Alors, voilà, on le redit encore une fois, comprendre déjà le fonctionnement du comportement des filles par l'analyse fonctionnelle du comportement. L'idée étant de déterminer pourquoi le comportement apparaît, pourquoi il se maintient et dans quelles conditions il apparaît. Du coup, je vous renvoie à notre premier webinaire qui en explique un petit peu les étapes de l'analyse fonctionnelle. Voilà, c'est un petit peu la même chose quand nous voulons agir sur le comportement des filles et on veut le réadapter, on veut réadapter le quotidien de la personne. On a besoin aussi de repasser par ces étapes d'analyse. Une petite illustration ici de la fonction des comportements. Pour rappel, le principe est d'émettre une hypothèse sur la fonction des comportements à partir de l'observation d'un comportement des filles et de définir une hypothèse en termes de recherche ou d'évitement d'attention. Par exemple, recherche d'objets, recherche de douleur, recherche de stimulation sensorielle, évitement de la douleur, par exemple. Un petit exemple ici pour comprendre l'analyse fonctionnelle du comportement. Ici, on a une situation où à la maison, un enfant joue sur sa tablette. Le parent lui demande de venir prendre le bain. Le comportement, l'enfant crie et se met au sol en conservant sa tablette dans les mains. Et conséquence, le parent ne donne pas le bain. Donc, on émet l'hypothèse qu'elle sera d'éviter de prendre le bain. On déduit donc cette fonction du comportement. Ensuite, en cas de nouveau comportement des filles, plusieurs possibilités. Tout à fait. Donc, comme disait Cécile, c'est important de comprendre la cause et la fonction, mais sur le moment, qu'est-ce qu'on fait et comment on agit. Comment on agit donc, tout d'abord, la mise en sécurité, bien sûr, du jeune et de son environnement, avec l'espace de retrait, par exemple, qu'on va expliquer après. Mais ça peut aussi être une chambre, un espace calme, voilà, quelque part où il n'y a pas d'autres jeunes qui passent, voilà, où on peut le mettre en sécurité, où il peut s'apaiser dans le calme. Le mieux, c'est d'éviter le verbal, privilégier plutôt le pointage et l'aiguisant gestuelle, pour pas perdre le jeune dans trop de verbal, trop d'informations auditives. Repasser par de la structuration, donc remettre une séquence en place, mettre un emploi du temps plus précis si besoin. Et pour certains jeunes, si on sait qu'ils sont par exemple réactifs au niveau du bruit, utiliser un outil sensoriel, le casque anti-bruit par exemple, ou autre en fonction de la connaissance qu'on a de notre jeune. Et une fois la situation passée, c'est là où on peut mettre en place l'analyse de la situation avec la grille ABC dont parlait Cécile juste avant, pour qu'on puisse rapidement comprendre la fonction de ce comportement et agir dessus s'il revient. Une autre façon d'agir aussi, c'est renforcer les comportements adaptés. Bien sûr, parce que comme on disait, du coup, chaque comportement a une fonction. Donc, il y a bien une raison pour laquelle le jeune fait ce comportement-là. Et du coup, il faut qu'on puisse trouver un autre comportement qui ait la même fonction, mais qui soit adapté. Donc, privilégier l'apprentissage d'un nouveau comportement ayant la même fonction, mais adapté pour le coup. Donc, par exemple, un jeune qui est non-verbal et qui crie pour obtenir quelque chose, on va lui apprendre à faire une demande adaptée avec un PEX, par exemple, et renforcer à chaque fois qu'il fait une demande PEX adaptée. Là, on renforce à fond, c'est super, bravo, comme ça, il va apprendre au fur et à mesure que, en faisant des demandes adaptées, il obtient ce qu'il veut, davantage que s'il a des comportements inadaptés pour la même chose. Donc, j'ai mis un exemple rapide du moment du repas qui peut être compliqué, ou par exemple, un plat est mis sur la table. Le jeune va crier, il va essayer d'agripper le plat pour se servir, et du coup l'éducateur le sait rapidement pour qu'il arrête de crier. Du coup là, le jeune il comprend que plus je crie, plus j'ai ce que je veux rapidement, et du coup la fréquence du comportement crié va augmenter avec le temps. Alors que si là, pareil, même situation, il y a le plat sur la table, le jeune crie, il essaie d'agripper le plat,
l'éducateur le redirige vers son PECS et le guide pour qu'il fasse une demande adaptée. Et on renforce. Là, il va se dire, ah d'accord, si je prends mon PECS, j'ai ce que je veux, et en plus je suis renforcé, et du coup on va augmenter le comportement d'utilisation du PECS plutôt que le comportement de crier. Donc c'est là où on voit un petit peu du coup l'effet de la conséquence sur le comportement. Voilà. Donc petite illustration pour cette partie-là. Donc j'ai pris un jeune de 19 ans qui a l'IME, encore une fois, voilà, l'antécédent, ce jeune marche dans les couloirs, comportement, il insulte un éducateur qui croise, l'éducateur réagit verbalement, non, c'est pas bien, faut pas faire ça. Et là, on voit que le jeune il est content parce qu'il voulait en fait une réaction. Donc la fonction du comportement, c'était la recherche d'attention. Et du coup, vu qu'il avait l'attention en face, il continue ce comportement-là, qui augmentait au fur et à mesure. Donc une fois qu'on a compris que la fonction, c'était bien la recherche d'attention, on a adapté avec une réaction neutre et une redirection sur son activité. Donc maintenant, quand ça se passait, quand ce jeune-là était en loisir, et par exemple il voulait lever le t-shirt d'une éducatrice ou dire un gros mot, l'éducatrice réagit pas, il bloque le geste, mais en restant neutre, et on redirige sur le puzzle, sur l'activité en cours, et on a une diminution nette, quasiment totale de ces comportements-là, parce que du coup il avait plus la fonction qu'il voulait. Et on a du coup essayé de remplacer ce recherche d'attention par des activités en 1 pour 1, des jeux avec l'éducateur, voilà, des choses adaptées pour remplacer de manière adaptée cette recherche d'attention qu'il voulait. Alors, on va aller un peu plus loin que le renforcement. On va aller dans l'utilisation d'un contrat de comportement. Quand est-ce qu'on le met en place, du coup ? Le contrat permet de rappeler des règles de manière visuelle à nos jeunes. Comme on a dit, le visuel est important. Donc, avoir un rappel de règles adapté, donc soit pictogramme, soit écrit, ça peut aussi être une phrase, je ne crie pas, ou voilà. Nous, on passe beaucoup par pictogramme visuel, vu que la plupart de nos jeunes sont non lecteurs. Et on peut mettre également des renforçateurs en place pour motiver les jeunes à avoir le bon comportement. Par exemple, si je ne crie pas, j'ai le droit à avoir de la musique ou avoir quelque chose d'agréable. Voilà, toujours avec du coup la connaissance du jeune. Il faut qu'on sache ce qu'il aime bien en fait pour mettre un renfort en place. On peut avoir des renforçateurs immédiats, donc tout de suite, s'il a le bon comportement, hop, soit c'est immédiat, soit on met des petits jetons. Contrat, voilà, des jetons, ça peut être... Au début, on commence avec 2 jetons, 3 jetons, après on peut augmenter, ça peut être jusqu'à 10 jetons, voilà, ça dépend un petit peu du jeune. Là, j'ai pris l'exemple d'un contrat visuel qui marche très bien avec un de nos jeunes qui était très très brillant et compliqué dans les transports en ambulance. Et on lui a expliqué que maintenant, quand il est calme, il a le droit à voir ce qu'il adore au-dessus de tout, voilà, les bonbons. Et du coup, ça marche très très bien maintenant. Et les trajets se passent très bien, la famille est contente, le jeune est content. Et il a compris la règle et il est motivé du coup pour avoir le bon comportement. Et parfois, on a besoin de renforçateurs sociaux et parfois de renforçateurs alimentaires aussi, qui sont très appétants pour la personne. Voilà, comme on dit, comme nous, on se prend un petit pain au chocolat à la fin de la journée, qui est un petit peu compliqué. Un petit resto, voilà, eux, c'est pareil, ils ont aussi leur renfort alimentaire. Voilà, après, chacun est différent. Il y en a qui veulent la tablette, il y en a qui veulent la musique. Voilà, ça dépend un petit peu de chacun et de l'intérêt, tout l'intérêt aussi du pairing, du coup, dans l'accompagnement des jeunes. Alors, un petit focus sur les espaces de retrait. Ce sont des salles utilisées dans quelles conditions? Quand le renforçateur ne fonctionne plus, comment ça se... Alors ça, l'hypostimulation, on a parlé tout à l'heure, c'est vrai au niveau de l'hypostimulation. Donc il y a 2 fonctions. C'est un espace d'hypostimulation où le jeune peut faire un time-out à sa demande ou programmé dans le pas du temps pour qu'il puisse être au calme. On peut mettre un petit paravent devant la porte fermée, il peut avoir une balle dans les mains, etc. Et c'est également en gestion de comportement défi. Par exemple, un jeune qui a des comportements défis très violents, très agressifs, parfois ça peut être compliqué de le gérer sans lui faire mal et sans qu'il fasse mal aux autres. Ça nous permet d'éviter la contention et qu'il puisse s'apaiser au calme dans cette salle. Donc c'est quand on sent que voilà, il y a des phénomènes d'annonciation de comportement défi. Il y a plusieurs choses. En effet, ça peut aussi être comme ça. Ça peut aussi être, des fois, un comportement défi nouveau apparaît, ça nous permet de gérer ça. Mais en effet, ça peut aussi être en prévention. Quand on voit qu'un jeune n'est pas bien, qu'il a besoin de s'apaiser, on peut soit lui demander s'il est capable de faire un choix, si son état lui permet de faire un choix, ou de le diriger, en effet, vers la salle. Et cette salle, en effet, il y a un protocole qui est fait par le psychiatre et l'IME et la famille. Donc voilà, c'est un protocole qui est médical, on met toujours le temps maximum pour le jeune, combien de fois par jour, est-ce qu'il doit enlever ses chaussures, est-ce qu'il peut avoir un objet, est-ce que la porte est fermée, est-ce qu'elle est ouverte. Voilà, c'est très encadré. Et chaque accompagnant doit respecter ce protocole. Tout à fait, devant la salle zen, on a un classeur avec tous les protocoles qui sont actualisés tous les ans. Voilà. Et après, les jeunes, en effet, on leur apprend à demander à sa zen pour qu'ils puissent apprendre à s'auto-évaluer. Ça peut se planifier, on peut apprendre à ce qu'ils demandent aussi
quand ils ressentent le besoin, d'associer un petit peu cette salle à un effet d'apaisement, en tout cas. C'est ça. Il y en a qui sont capables, maintenant, quand ils sentent qu'ils sont un petit peu trop agités, trop énervés, ils vont venir nous voir, ils vont demander à la zen. Et donc ça, on renforce, bien sûr, parce que c'est génial, c'est ce qu'on attend, en fait, au final, on va dire. Alors, pour terminer, on peut parler aussi des dispositifs relais. Hein, quand les comportements perdurent un petit peu, à quoi on a recours un petit peu? Rapidement, donc, nous, on travaille avec des partenaires qui sont des week-ends et séjours de répit, qui permettent une coupure aux familles notamment, pour éviter l'hospitalisation, des passages aux urgences le week-end, voilà, dans des lieux qui sont non adaptés pour nos jeunes. Donc, ils sont à la fin de la présentation, j'ai vu, vous les mettrez. Mais voilà, vous les transmettra. Voilà, mais il y en a plusieurs en tout cas qui accueillent les jeunes avec autisme, qui sont très bien, qui permettent du coup un répit aux familles en situation complexe. Et puis la collaboration avec la famille, c'est très très important. Toujours, on a des échanges du coup réguliers avec la famille, soit par téléphone, des entretiens réguliers, pour qu'on soit au courant de ce qui se passe à la maison, s'il y a des changements, parce qu'on sait que des changements à la maison peuvent en effet avoir une conséquence sur l'IME. Donc on peut du coup mieux comprendre les comportements de nos jeunes. On peut également du coup accompagner aussi la famille avec les guidances parentales. S'ils nous disent j'ai un problème avec mon enfant, il se passe ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place à la maison pour que ça se passe bien. Voilà, c'est important qu'on ait une continuité entre le domicile, l'IME, qu'on puisse aider du coup les parents aussi. Et aussi, du coup, apporter un soutien parental en situation complexe, parce que ça peut être compliqué pour eux à gérer à la maison. Voilà. Merci beaucoup, Natacha, pour cette présentation. Donc, n'oubliez pas de prendre en compte la sphère somatique. Y a-t-il des douleurs? Évaluer les particularités sensorielles, favoriser la communication, accompagner de manière individualisée, structurée et adaptée. Mettre toujours en place une analyse fonctionnelle, mettre en place des stratégies préventives ou, si le cas se présente, réadapter l'accompagnement, apporter une réponse cohérente et identique entre professionnels et puis même à l'extérieur de l'institution. Rester positif aussi, comme on l'a dit dans le premier webinaire, une diminution de l'intensité ou de la fréquence est déjà une petite victoire. Voilà, on vous laissera les petites références ici, les dispositifs relais aussi. N'hésitez pas aussi à vous connecter à notre site de la formation du CRAIF. D'autres formations vous seront proposées comme la communication, l'initiation au profil sensoriel de Dune, construire et animer un groupe sur la vie affective et sexuelle notamment. Voilà, des choses pour les familles également. Merci beaucoup de votre participation. Merci Natacha pour cette présentation. Merci à vous. Très complète. Au revoir, à bientôt. Au revoir.